Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Gods, un jeu qui est noté comme le Dark Fantasy, que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je le verrais plus dans la Sword and Sorcery. Enfin, vous voyez, on n'est quand même pas dans le grand écart. Donc je voulais vous parler de Gods. Alors avant de vous parler de Gods, déjà je voudrais mettre un carton rouge et puis après on n'en parle plus. Promis. Gods, financement s'est terminé en 2019, novembre 2019. La date de prévision de livraison, c'était mai 2020. Donc voilà, on est quasiment à 4 ans. C'est absolument pas normal, absolument inadmissible. Surtout dans le sens où, en fait, les précommandes, en fait, on prend l'argent aux souscripteurs tout de suite et on leur livre un produit 4 ans plus tard. Ça ne se fait pas, franchement. Bon, voilà. Ça, c'était Igor. C'était ma première remarque. Alors maintenant, Gods, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de Julien Blondel et de... Alors, je ne me rappelle même plus le nom du deuxième auteur, je suis désolé. C'est Bastien Lecouf, en fait. Julien Blondel, qu'on a déjà trouvé à la manette dans Vermine. D'ailleurs, en fait, Gods est motorisé par le système Totem, donc le même système que Vermine. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler, comme d'habitude, du fond, de la forme, etc., etc. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est Gods. Alors, tout d'abord, je vais vous parler, en fait, de la forme. Alors la forme, on se retrouve face à un bel ouvrage de 455 pages, grosso modo, les cartes en sus à la fin. Alors on se retrouve avec une mise en page relativement classique sur la plupart du bouquin. Vous voyez, nous sommes sur des fonds blancs, par contre, avec de vraiment superbes illustrations. Moi, j'adore beaucoup, avec des inspirations de... On a du San Julian, on a du Frazetta, on a un peu de tout comme inspiration. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Alors, juste un truc. Bon, c'est un peu ma marotte, donc on va accuser ça tout de suite. Il va falloir m'expliquer pourquoi le papier glacé sur un fond blanc comme ça, dans 90% du bouquin, est nécessaire. Moi, je vois pas. Bon, alors on va me dire qu'il y a des belles illustrations, c'est vrai, mais à la limite, j'aurais préféré. Bon, là, ça va pas aller du tout, Igor. Igor, tu vas descendre. Donc, je vais vous feuilleter un petit peu ça, parce que voilà, sur la forme, il n'y a pas, la forme, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez, on a quand même un beau bouquin. C'est vraiment un beau bouquin. Moi, en tout cas, il m'a vraiment bien plu. La lecture, c'est pareil. Enfin bon, c'est vraiment du beau boulot. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Absolument rien à dire, oui. On a quand même pas mal d'illustrations un peu partout. Parfois peut-être un peu sombre, je trouve. Justement, c'est con pour du papier glacé. Bon. Voilà. Donc, je ne vais pas vous faire tout le feuilletage du bouquin. Ça a un intérêt assez limité. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre sur... sur le... Bon, là, Igor... Là, sur le... On a quand même une belle carte, en fait, dès la deuxième de couverture. Et également, à la fin, elle est reprise ici aussi. Vous voyez, on se retrouve quand même avec quelque chose de vraiment bien fini. C'est vraiment du beau matos. Et donc, j'ai oublié de dire, effectivement, il est édité par Arcane Asylum. Donc, du beau matos sur le matériel, je n'ai absolument rien à dire, c'est parfait. Sauf que ce serait été mieux si ça n'avait pas été du papier glacé. Mais bon. Allez, maintenant, on va parler du fond, ce qui est beaucoup plus intéressant. Alors déjà, je vais vous parler en fait un peu de l'histoire en général. On verra dans le détail après. Mais l'histoire en général de Gods, qu'est-ce qu'on est? On est dans un monde où la légende dit, enfin il y a un millier d'années, enfin on ne sait plus trop exactement, ça s'est perdu dans la mémoire des hommes, les dieux, un jour, ont disparu. Avant, les dieux marchaient avec les hommes sur Terre, et un jour, on l'appelle ce qu'on appelle la nuit du soleil noir. Le lendemain matin, les dieux n'étaient plus là.
Donc, en fait, on se trouve dans un monde abandonné par les dieux, avec un culte qui commence comment dire, à prendre ampleur, un culte de l'unique, un dieu unique, le dieu du soleil noir, en fait. Hein, donc, ces prêtres commencent à partir un peu dans le monde pour prêcher. Enfin, ils sont déjà en fait, pris pas mal de, comment dire, il me gonfle là. Igor, je vais m'en débarrasser et puis on va le refaire, hein, on va revenir dessus. Hein. Voilà, Igor étant parti, je vais pouvoir reprendre. Donc effectivement, la nuit du soleil noir, quel est un événement qui a fait que les dieux ont disparu. Alors il y a plusieurs légendes, hein. Ce sont jamais les mêmes d'un pays à l'autre, mais tous ont un événement fondateur, effectivement, c'est cette fameuse nuit où les dieux ont quitté les terres. Donc on se retrouve avec avec un monde, avec des temples vides qui ne servent plus à rien. Enfin, vous voyez un peu le truc. D'ailleurs, un truc qui est bien fait dans le bouquin, je vais vous le montrer, c'est que tout au début, nous avons en gros cette légende illustrée, hein, vous voyez, avec les essences, donc c'est la magie qui arrive, les hommes qui prient leur dieu, bref. On a toutes ces magnifiques illustrations qui vont vous résumer cette légende du soleil noir. Alors oui, j'ai oublié de vous dire un truc très important, c'est que quand les dieux ont disparu, il y a eu immédiatement un oracle qui a prédit leur retour dans 1 millier d'années. Et en gros, on est quasiment à la fin où la prédiction devrait se réaliser. Voilà, ça c'est en gros pour le monde d'une manière générale. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer dans le monde? Vous voyez, on se retrouve effectivement avec une carte vraiment qui est assez magnifique. Hein. Mais je vais vous en parler plus en détail maintenant. En fait, en rentrant un peu plus dans le vif des terres sauvages. Alors, oui, déjà, en fait, on a une très grosse partie, un très gros atlas, en fait, qui va nous expliquer absolument tout le monde, enfin, ce que tout le monde connaît, et on va partir déjà sur un atlas complet des différents royaumes, des différents pays, des différentes terres, on va dire. Alors déjà, Gods est inspiré de beaucoup de... Il y a beaucoup de sources différentes. Hein. Déjà, moi, la carte en elle-même me rappelle beaucoup celle de Liboré. Hein, bien entendu, on a 2 pays, en gros, qui se rapprochent beaucoup donc des 2 pays du nord de Liboré, hein, d'Asgard et de Valheim. Et en fait, on reprend presque à peu près les noms. Je suppose que ce sont des clins d'œil. Aon, c'est une inspiration du trône de fer sur les fameuses, comment ça s'appelle déjà, les fameuses îles de fer. Tout le centre, là. Alors, ce que j'aime beaucoup, là, effectivement, la jungle du sud, on est un peu aussi dans Liboré. Bref, pas mal d'inspirations différentes. On a quand même, alors on est dans un monde quand même qui est relativement, enfin pas qui est relativement, qui est barbare et sauvage. Hein. Quasiment toutes les sociétés sont esclavagistes, toutes. J'aime beaucoup en fait enfin il y en a qui sont beaucoup plus inspirés que d'autres, je veux dire dans le monde. Je vais vous montrer un peu 2-3 trucs. Il y en a qui sont vraiment très chouettes. Je vais vous montrer là, Babel est vraiment chouette. Saët est vraiment chouette. J'aime beaucoup la Horde aussi. Hall très très bien. Tulé superbe. Tout ça, c'est vraiment des superbes inspirations. Hein. Donc la Horde, c'est un peu un peuple nomade, qui a perdu ses origines. Saët est sous un nuage permanent de cendres avec un peuple quand même qui est assez particulier d'ailleurs, hein, le peuple de Saët. Babel, le centre du monde. Hein, c'est la monnaie, le langage, tout vient de Babel. Tous ces territoires un peu... alors bien sûr, alors le monde aussi, le monde est avec des saisons changeantes, avec des saisons, ce qu'on appelle les saisons du feu, et on se retrouve effectivement avec vous voyez, un peu ces pays arides, ces pays barbares, ces pays sauvages, où les dieux ont effectivement disparu, et ça c'est le gros truc. Alors après, on a dans les pays, dans les royaumes
Dans les royaumes du Nord, il y en a certains que je trouve un peu moins inspirés. Hein. Qu'est-ce que j'avais noté? Parce que les autres, ils ont pas mal d'originalité. Hall avec ses sorciers immortels, la Horde, comme je l'ai dit, Babel aussi, c'est très exotique, c'est vraiment très très bien. Scythe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les royaumes divisés sont pas mal aussi, et bien également. Par contre, il y en a deux, trois qui sont un peu moins inspirés, je trouve. Hein, qu'est-ce que j'avais noté? Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, Talos. Talos, c'est une espèce c'est ici, Talos. C'est une espèce de Grèce antique, mais bon, je trouve qu'il y a assez peu d'aspérité dedans. Et surtout, en fait, j'ai eu une déception, parce que je vous montrerai après la manière dont c'est présenté. J'ai eu une déception, en fait, sur l'Empire du Soleil Noir. Alors, pourquoi? Parce que je trouve c'est, en gros, un copier-coller de l'Empire romain, en le mettant quand même plus sombre, on est bien d'accord, mais c'est qu'un copier-coller de l'Empire romain. Et j'aurais voulu, pour, en gros, le royaume, l'empire antagoniste, j'aurais aimé beaucoup plus d'originalité. Et là, j'en vois pas vraiment, quoi. Hein. On a pris l'empire romain et puis on l'a collé dans du Sword and Sorcery. C'est un peu dommage. C'est pas rédhibitoire, hein, mais j'aurais aimé un peu plus d'originalité sur celui-là, justement, vu qu'il était un peu central. Donc ça, c'est un peu dommage quand même. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc je vais quand même vous montrer, je vais vous montrer rapidement, en fait, les différents royaumes, l'Atlas, comment il est présenté, hein, on va juste le feuilleter très vite, et puis après on va passer à la suite. Alors, ce sera plus clair comme ça. D'ailleurs, on va prendre, donc la cosmographie, ce que, bon, on va passer. Je vais vous dire après ce qu'on joue, hein, parce que là, je vous ai pas trop dit ce qu'on joue, je vous présente déjà le monde. Alors, Babel, vous voyez, alors ça, pour moi, c'est du San Junio, hein, c'est une inspiration, enfin, bon, j'adore les dessins, enfin bon, je vais pas le répéter. Donc, vous voyez, donc là, on va vous présenter Babel, vous allez avoir effectivement la présentation de la société, hein, c'est toujours à peu près pareil. On va mettre des spécificités sur chaque... regardez, ça c'est le Saba, donc Saba, c'est la ville, la capitale de Babel. C'est vraiment magnifique, là on a vraiment des inspirations... la tour de Babel, ça pourrait être ça. Hein, donc c'est vraiment très chouette, vraiment très très chouette. Pareil, là, on va vous parler un peu de l'avènement de l'unique, le fameux soleil noir. On va vous parler de la disparition des dieux, enfin de toutes les légendes autour, quoi. Vous voyez, donc là, le Khalistan, qui est un pays un peu plus, on va dire, oriental, donc, mais qui est presque en guerre avec Babel. Voilà. Donc là, Hall, qui est vraiment un pays à part, le pays des maléfices, en fait, dirigé par de mystérieux sorciers, ils sont 8 ou 9, je ne sais plus, 9 masqués, personne ne sait vraiment qui c'est. Enfin bon, on vous présente à chaque fois... il y a vraiment des originalités qui valent vraiment le coup. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a bien plu. Et surtout, en fait, à la lecture, c'est vachement bien écrit, ça se lit vachement bien. Moi, ça m'a vraiment impressionné à ce niveau-là. Et on va prendre de Scythe, le pays des cendres, comme je vous disais, regardez, hein, on voit que... Je sais pas, ça n'inspire pas immédiatement confiance, cette affaire. Hein. Donc c'est très hiérarchisé, très avec beaucoup de castes, hein, les malheurs aux plus faibles, hein, si on peut dire. Enfin, voilà. Donc vous voyez, Thulé, je sais pas si ça se prononce Tulle ou Tulé, moi je dirais Thulé. L'océan d'Arbre, c'est la jungle du sud, vous avez tout pour jouer des peuples de cet endroit. Bref. L'Empire du Soleil Noir. Alors, l'Empire du Soleil Noir, voilà, vous voyez, le fond, là, c'est vraiment des légions. Et alors, ça, c'est très bien. Ça, c'est le cube, en fait. C'est le centre du culte de l'Empire. Quand les dieux ont disparu, ce cube a apparu. Et en fait, c'est là où l'unique va parler à l'Empire et surtout à la capitale de l'Empire, à l'empereur, etc. Donc une espèce de longue mélopée que seuls les 5, je crois qu'ils sont 5 grands prêtres qui peuvent interpréter et donner la parole aux différents... Oui, mais là,
voilà, ça c'est très... Il faut regarder bien, alors, on a mis des taches de sang, effectivement, mais ça c'est très romain, et surtout, vous allez voir là, ici, vous voyez, là on parle des familles, on a aussi des vestales, ils parlent latin, ça fait un peu... Vous voyez, là, ici, nous avons, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec le... ça, c'est un centurion. Alors, ça fait, on va dire, un dark centurion, mais c'est un centurion quand même. Voilà, le cœur d'une sombre foi. Vous voyez, ça, c'est vraiment typique romain, quoi. Et je trouve que ça manque vraiment d'originalité, ce niveau-là. Alors, c'est bien, on peut le jouer, il n'y a aucun problème, mais ça manque d'originalité à ce niveau-là, et je suis un peu déçu, c'est vraiment sur cette partie-là, parce que toutes les autres sont bien faites. La Horde, c'est assez intéressant. Vous avez quoi? Après, on arrive dans les royaumes du Nord, si je me trompe pas. Alors là, c'est TG. La République de Talos, vous voyez, avec une inspiration grecque, hein, le casque. Et par contre, là, je trouve qu'il manque d'aspérité. Là, c'est... Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc à chaque fois on a des prénoms, des exemples de prénoms, les particularités dans le pays, dans le royaume, Aon, comme je vous disais, ça c'est très inspiré du trône de fer. Le peuple gris, hein, un peuple, vous voyez, sur des pics rocheux face à la mer. Voilà, donc en fait, tous les pays sont vraiment bien décrits. Avoré, alors là, on est plus dans du chevalier, ça me fait penser justement dans Conan, c'est quel, en Iboré, c'est lequel, je ne sais plus, c'est la Némédie? Non. Enfin bon, bref, peu importe, là, ça va être plus des chevaliers avec sa reine, pareil, là où c'est une belle histoire derrière, des sources d'inspiration intéressantes, et des dessins qui sont franchement inspirants. Ceux qui connaissent Bloodlust auront reconnu l'inspiration. Parce qu'en fait, je viendrai beaucoup plus tard. Le jeu peut se voir comme un lointain descendant de Bloodlust, mais seulement lointain. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez quand même énormément de matière pour... Vaelor, le fléau du Nord. Alors ça, c'est du San Julian. C'est quasiment là, c'est vraiment une inspiration San Julian. Le fléau du Nord, donc là, on se retrouve dans un peuple un peu barbare, un peu viking, mais qui a une très grosse malédiction sur la gueule. Voilà, donc en fait, on se retrouve quand même, si vous regardez bien, avec un superbe... on parlera de ça après, mais rien qu'au niveau de l'Atlas, on a quasiment 200 pages. Et je salue quand même la performance. Hein. Si vous aviez regardé ma vidéo sur Midnight, je m'étais dit, j'ai lu l'Atlas de Midnight, je me suis fait chier. Je me suis vraiment fait chier. Là, par contre, celui-là, il est passé crème, on a envie de connaître la suite, on a envie de découvrir le monde. C'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup. Avec le bémol, effectivement, de l'Empire du Soleil Noir, que je trouve un peu trop facile, quoi. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la suite, parce je vais continuer pour l'instant la présentation du monde. Je viendrai après à ce qu'on joue, parce que c'est quand même le principal, mais là, je vais continuer la présentation du monde. Alors Fred, comme tu suis jamais tes plans, je m'étais dit, tiens, je vais quand même leur montrer un truc, si vous n'avez pas vu ma présentation sur le matos. Alors je ne sais pas si Arkane compte les vendre ou pas, j'ai pas été voir sur leur boutique, mais s'ils le font, je vous conseille vraiment les cartes régionales. Vous voyez, parce que là, on reprend donc les différents royaumes des terres sauvages, et c'est Olivier Sanfilippo qui a fait les cartes. Elles sont absolument magnifiques, comme d'habitude, avec ce graphiste. Je ne suis jamais déçu. Alors, je vais vous les passer rapidement, mais vous allez voir, c'est vraiment du beau matos, vous voyez. Alors, Vaelor, c'est totalement au hasard, hein. Les royaumes divisés, vous voyez, on reprend, en fait, on fait un zoom à chaque fois sur le territoire des terres sauvages qu'on présente. Et all, vous en avez beaucoup quand même, hein. Je vais avoir du mal à les faire tous, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la TG, donc ce que je vous parlais tout à l'heure. On a Babel, hein, donc le centre du monde. On a le nom d'ailleurs, hein, est bien trouvé, trouvé. Il est bien trouvé. Valheim, Saet, le fameux royaume cendré, on va dire.
tuer la jungle impénétrable du sud. Impénétrable, à certains endroits, il vaut mieux pas y aller. Hein. Genre le chagrin, je crois que c'est pas bien. Avorae, le royaume en fait des chevaliers. La Horde, la fameuse Horde. Et l'Empire du Soleil Noir. Oui, alors, si effectivement ces cartes-là sont disponibles à l'achat et que vous voulez jouer à Gods, franchement, ça, c'est vraiment du beau matos, et pour moi, c'est un gros plus. Alors maintenant, je vais quand même passer à la suite de la présentation de mon monde. Alors, pour continuer la présentation du monde, en fait, dans le bouquin, on vous parle, on vous donne tous les anciens panthéons. Donc, les fameux dieux qui ont disparu. Alors, il y en a beaucoup, il y avait énormément de dieux. D'ailleurs, ils foulaient la terre hein, aux côtés des humains. C'était vraiment une réalité quotidienne. Hein. C'était pas des dieux qu'on priait et qui vous répondaient comme ça. Non, non, ils foulaient la terre au même titre que les humains. Et dans le bouquin, on a regroupé à peu près tous les différents dieux des différents panthéons. Vous voyez, parce que chaque royaume ou presque a son panthéon particulier. Et alors là, il y a un truc, vous remarquerez qu'il n'y a quasiment, alors il y a très très peu, il n'y a quasiment pas de représentation des dieux. Et je trouve que justement ça c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'en fait les dieux ont disparu. Les dieux ont disparu il y a très longtemps et en gros plus personne n'a de représentation d'eux, plus personne ne se souvient d'eux. Donc on a quand même effectivement donc toute la description parce que les dieux vont quand même très importants. Hein. Enfin on se souvient plus peut-être de leur représentation, de certains on se souvient peut-être plus de leur. De temps en temps, on prie plus par habitude ou plus par coutume, en tout cas jamais dans un temple, hein, à moins sauf l'unique, ou l'unique, effectivement, dans l'Empire et dans les pays qui commencent où ces légions commencent à se déverser et à conquérir les autres territoires, là, on commence à avoir un culte qui est de nouveau développé, mais autrement. Voilà, donc alors à chaque fois, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer, je sais pas, un au hasard. Les royaumes divisés, on va prendre Carnudos. Vous avez son titre, voilà, statut, si c'est un dieu majeur ou pas, ses aspects, donc la colère, le commandement, la création, l'éducation, l'amour paternel. Hein. Ses domaines, ça va être l'artisanat, la bravoure, les civilisations, les essences primaires, ça va être, c'est vraiment ça, on va dire sa consistance à ce fameux dieu. Hein. On va avoir l'humain, la terre, les essences secondaires, l'air, le feu, les désirs, chaque dieu va avoir des désirs, chaque dieu va avoir des interdits, hein, et en fait avec des symboles, des matériaux essentiels. Voilà. Donc vous avez à peu près tout ça et une description du dieu, mais on n'a pas les représentations. Alors on a une description, on n'a pas les représentations, ça vous donne le truc. Voilà. Donc là, vous avez tout le panthéon, en fait, des différents royaumes, le panthéon des cendres, le panthéon Ainur, des légendes, enfin, etc. On est vraiment très, très abreuvé de détails, abreuvé de lore. C'est un petit modèle du genre, moi j'aime vraiment bien. Alors par contre, il y a un truc qui m'a surpris. Je me dis, putain, dans toute l'Atlas que je vous ai dit, qui fait 200 pages, hein, dans chaque royaume, on va faire référence plus ou moins à ce fameux soleil noir, à ce culte du soleil noir. Et moi, quand j'arrive dans les panthéons, putain, mais il est où le panthéon du culte du soleil noir? Il est où la description de l'unique? Ben, il n'y a pas. Elle n'y est pas. Je me dis, tiens, pourquoi ils ne l'ont pas mis? Bon, après, j'ai compris pourquoi, parce qu'en fait, il est dans le guide de l'oracle. Alors, ils auraient pu le mettre dedans quand même, parce qu'on aurait pu faire un... Enfin bon, c'est pas grave. Il est dans le guide de l'oracle, en fait, toute la description du panthéon du soleil noir. Je vous dirai après ce que c'est le guide de l'oracle, mais bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne trouverez pas le culte du soleil noir dans le livre de base, il est dans le guide de l'oracle. Bien, et ben on va passer à la suite. Alors maintenant, on va un peu arriver à... Qu'est-ce qu'on joue? Je vous laisse vraiment tout en détail après. Mais alors, qu'est-ce qu'on joue? On va jouer des personnages, on va jouer en gros des élus. Alors, qu'est-ce que c'est les élus? Je rentrerai dans le détail après. Mais en gros, ça va être des héros qui ont eu l'appel d'un dieu ancien.
pourrait le considérer comme ça, ils vont parcourir le monde, hein, grosso modo, à la restauration de sa puissance, hein, à son avènement, et à lutter contre le culte du soleil noir. Mais je rentrerai dans le détail après, parce que pour l'instant, ce que je vais vous parler, du système. Alors le système, on est dans le système totem, donc que si vous connaissez Vermine, hein, dont la dernière version est sortie il y a très peu de temps, donc en fait on est motorisé par exactement le même système. Alors je vais vous en parler en vous présentant un peu la feuille de personnage. Alors là, ce qu'on a, c'est que, vous voyez, nous avons le système totem marche par un nombre de dés. En fait, vous avez les caractéristiques ne sont pas des points, mais ce sont un nombre de dés. Hein, donc les caractéristiques sont regroupées, elles sont là, donc elles sont regroupées à chaque fois sous un grand groupe. Donc vous avez les caractéristiques physiques, manuelles, mentales et sociales. En dessous, vous avez la puissance pour le physique, la résistance pour le physique, etc. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractéristiques, puissance, résistance, précision, réflexe, connaissance, perception, volonté et empathie. Et là, vous avez un certain nombre de dés. Hein, donc chaque point coché, c'est un dé. Un dé 10 en l'occurrence. Voilà, donc ça, déjà, ça c'est la base, en sachant que la norme, c'est entre 1 dé et 3 dés par caractéristique, en sachant qu'un élu va monter à 4 et pourra peut-être éventuellement monter à 5 au sommet de sa puissance. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors en dessous, on a des compétences. D'ailleurs, voilà, elles sont toutes là. Donc elles sont groupées en fait dans des domaines, l'homme, l'animal, l'outil, les terres sauvages, l'inconnu et l'arme. Hein. Donc, et en dessous, vous avez également des cases à cocher, mais là, ce ne sont pas des nombres de dés. Ce sont en fait, si vous êtes débutant, alors on a des niveaux en fait dans chaque compétence. Donc qu'est-ce que vous avez là-dedans? Vous avez débutant, confirmé, expert, maître, grand maître et légende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bien d'accord. Alors, sauf que, effectivement, les derniers grands maîtres et légendes, c'est pour... là, effectivement, c'est une fois que l'élu sera pratiquement rentré en symbiose avec son dieu. Donc là, on arrive vraiment dans dans quasiment du divin, enfin, en tout cas, dans l'être exceptionnel. Voilà, donc là-dedans, effectivement, on a une notion de rareté sur les compétences aussi, éventuellement, elles sont ici. Hein. Donc si vous n'avez pas, par exemple, je sais pas, bouclier, eh ben, la rareté va... non, ça marche pas comme ça. Oui, donc les niveaux, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les niveaux de compétences, eux, vont vous rajouter un certain nombre de dés au moment d'essayer une action. Donc vous allez vous constituer une réserve de dés en main, une réserve de dés 10, et en gros, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc c'est le nombre de dés de la caractéristique, plus le nombre de dés en fonction du niveau de la maîtrise des compétences. Hein. Vous avez ça, il faut que je retrouve... Je ne l'ai pas préparé... Comme d'habitude, frère. Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Je sais pas pourquoi vous restez sur cette chaîne, hein, c'est jamais bien foutu. C'est toujours la merde. Je vais vous montrer là, oui, voilà. Je vais vous montrer ça ici. Vous voyez, ici, vous avez le niveau. Et le niveau va vous donner un dé de bonus et va aussi vous donner des relances. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous allez vous constituer une main. Il va falloir faire au moins un succès pour réussir. Donc en fait, un succès, c'est en fonction de la difficulté. Hein. Il faut que votre D10 soit supérieur ou égal à la difficulté. Hein. Donc ça va de 5 à 9. Vous avez un dé de bonus ici. Et à partir de confirmer, vous avez un certain nombre de dés de relance. Un dé de relance, ça veut dire que, comme son nom veut l'indiquer, les dés qui ne vous plaisent pas, vous pouvez les prendre et les relancer. Alors ça c'est la base, parce qu'on va rajouter aussi quand même d'autres trucs.
Hein. Vous avez par exemple, qu'est-ce que vous... Alors là, on vous donne toute la description en fait, des compétences. Hein. Vous allez avoir des bonus-malus, ça va vous rajouter des dés éventuellement. Les handicaps, bah, quand vous avez des handicaps, handicap 1, ça veut dire qu'il faut 2 succès. Handicap 2, ça veut dire qu'il en faut 3. Handicap 3, ça veut dire qu'il en faut 4. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre. J'aurais préféré, à la limite, on s'en fout du handicap 1. Si on avait été en handicap 2, bah, en fait, vous deviez avoir 2 succès. Tandis que là, quand handicap 1, il vous faut 2 succès, c'est pas très intuitif. Mais bon, c'est pas très grave. C'est très bien aussi. Et après, on a dans le système totem une grosse partie en fait sur les réserves. Et les réserves, ça, c'est vachement important. On les trouve en bas de la feuille de personnage. Elles sont ici, pas là, elles sont ici. Nous avons des réserves d'effort et des réserves de sang-froid. Le sang-froid, c'est en fait la concentration, la résistance au stress, et l'effort, c'est l'énergie, la fatigue, etc. Et vous allez pouvoir puiser dans ces réserves pour rajouter des dés. Alors non, ça marche pas tout à fait. Les deux réserves ne marchent pas tout à fait de la même manière. Je vais vous expliquer. Alors les réserves, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a 2 types de réserves. Les réserves d'effort et les réserves de sang-froid. Là, vous avez tout ce qu'on vous explique comment ça marche. Les dés de sang-froid, en fait, s'utilisent avant l'action. Hein. On va vous donner des dés supplémentaires, alors que les réserves d'effort se font après l'action. Et chaque point d'effort dépensé vont vous permettre de faire une relance. Voilà. En sachant que les dés de réserve peuvent être, les deux d'ailleurs, peuvent être influencés par pas seulement par vos dépenses, mais aussi par l'extérieur, par l'environnement. Hein. Par exemple, si la soif, par exemple, vous perdez un dé d'effort par jour, la faim, un dé d'effort par jour. Pareil pour les réserves de sang-froid. Le stress va vous faire perdre des points aussi. Par contre, un bon repas va vous en faire gagner, etc. C'est vraiment, en fait, un peu votre condition physique, si on peut parler là-dessus. Alors, on a des réserves de groupe. Pourquoi ? Parce que je ne vous ai pas parlé d'un truc, c'est que Gods a, comme dans Vermine, une notion de groupe assez importante. Alors là, je suis un peu plus circonspect que Vermine, autant que dans Vermine, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir tout un système de groupe pour du survival horror, ou du survival tout court, tandis que là, dans du Sword ou du Dark Fantasy ou du Sword and Sorcery, j'en vois un peu moins l'intérêt. Bon, pourquoi pas. Peut-être que c'est quelque chose qui aurait pu sauter. Alors les réserves de groupe, c'est pareil. Alors là, vous avez une réserve générale que le groupe va pouvoir se partager et que chacun va pouvoir puiser dedans, à condition que les autres soient tous d'accord. Voilà. Donc, et là, s'il y a des tensions dans le groupe, bah, la réserve de groupe va baisser, ce genre de choses. Ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup, en fait, les trucs extérieurs comme ça. J'en avais déjà parlé dans Vermine, et ça, j'aime bien. Voilà. Bon, les équipements, tout ça, etc. On va passer aux spécificités quand même un peu plus... au niveau du combat, par exemple, oui, alors, le combat et les blessures. Alors, le combat, moi, ce que j'aime bien, c'est que celui qui a le plus de compétences va pouvoir infliger la difficulté à l'autre. Et les blessures, eh ben, en gros, vous allez prendre la valeur de dégâts de votre arme, grosso modo, ajouter les points les succès, et vous allez prendre des dégâts dans la poire. Et vous avez un seuil de blessure, et à chaque fois que vous passez le seuil de blessure, vous prenez des blessures où je confonds avec un autre jeu. Oui, je confonds avec un autre jeu. Enfin, vous allez prendre un certain nombre de blessures, vous voyez. Quand vous en avez plus en légère, bah, elles deviennent graves, et puis après, elles deviennent mortelles. Et dès qu'on prend une blessure mortelle, bah, comme on le dit, elle est mortelle, et ça se passe pas très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire le sang-froid, c'est un peu brouillon, je m'en rends compte. Ouais, je vais vous détailler un peu plus ce combat, qui sera peut-être un peu plus intéressant pour vous. Alors le combat, c'est un test en opposition. En sachant que celui qui a la compétence la plus élevée
va pouvoir infliger, va pouvoir dire, donner, alors, enfin, pas la compétence la plus élevée. Celui, effectivement, si vous avez une compétence de confirmer, c'est celui qui attaque, en fait. Bah, vous allez pouvoir dire, la difficulté de ce combat, c'est 5 ou 7. Si vous êtes maître, bah, la difficulté du combat, ça va être 3, 5, 7 ou 9. En sachant que, effectivement, vous, si vous balancez un gros pool de dés avec une difficulté de 3, vous allez toucher énormément. Ça va être, par contre, le défenseur a plus de chances de parer. Mais d'un autre côté, si vous êtes meilleur que lui, ça risque de faire très mal. Donc j'aime bien en fait ce petit choix qu'il y a à faire. Donc en fait, ça se passe sur une attaque avec une épée, c'est puissance plus mêlée, comme je vous l'ai dit. Donc vous avez un pool de dés en main. En main, vous allez pouvoir puiser dans vos réserves de sang-froid si vous voulez. Vous avez éventuellement les relances. Tout ça, ça se joue ici. En sachant que effectivement, donc c'est un jet d'opposition. Vous pouvez éventuellement esquiver. Les parades, si on réussit la parade, bah, c'est réussi. Si le défenseur si le jet de dés de parade est réussi, donc il obtient au moins un succès, mais moins de succès que l'adversaire, il va pouvoir mettre en opposition son bouclier ou réduire les dégâts de 1. Donc on a éventuellement des contre-attaques si la défenseur a réussi une superbe parade. Vous voyez, on a quand même pas mal de choses comme ça. Là, nous, on peut viser un endroit, hein, ça va vous donner des malus assez graves d'ailleurs. Hein, quand vous êtes blessé, bah, ça va faire baisser les réserves, etc. Et quand vous avez pris une blessure mortelle, bah, en fait, vous êtes en train de mourir, comme le nom l'indique. Alors pour moi, le système de combat doit être assez rapide et assez sauvage. On a tous les effets, la peur, on a tous les soins également, tout est décrit à ce niveau-là. Donc le système est quand même, moi j'aime bien, c'est assez complet. J'avoue ne pas l'avoir pratiqué hein, pour l'instant. Mais pour moi, ça doit bien rouler. Hein, voilà. La création du groupe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, je suis un peu circonspect de l'intérêt du groupe, en fait, dans ce type de monde. Mais bon, pourquoi pas. Voilà. Bon, je vais passer la création du personnage. Hein, mais on n'a pas fini parce qu'on va arriver quand même au gros truc intéressant de Gods. À la limite, tout ce que je vous ai raconté avant, c'est du blabla. On va parler quand même maintenant de l'essentiel. Alors, je vous ai parlé vaguement de votre personnage, mais en fait, votre personnage, c'est un élu. Alors, je vais vous lire, en fait, c'est vrai, parce que c'est assez bien foutu, et ça va vous dire. Vous êtes un élu, l'une des rares personnes ayant entendu l'appel des dieux oubliés, prête à écrire sa propre légende. Vous détenez un éclat, un objet mystérieux et puissant, symbole du lien qui vous unit à votre divinité. À mesure que ce lien évolue, l'éclat devient plus puissant. Les vents murmurent à nouveau les noms des anciens dieux. Les éclats sont les instruments de votre gloire. Ensemble, vous êtes les messagers de l'éveil des dieux. Il est temps d'affronter les périls des terres sauvages et d'enrayer l'ascension du culte du soleil noir. L'heure est venue de graver à nouveau les noms des anciens dieux par l'acier, le feu et le sang. Voilà, en gros, ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui a trouvé un jour un éclat. Alors un éclat, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une arme, ça peut être un collier, ça peut être un masque, ça peut être un bracelet, ça peut être ce que vous voulez. C'est toujours quelque chose de magnifiquement créé, hein, d'un très bel objet. Et quand vous l'avez vu, vous avez su qu'il vous le fallait absolument. Et en fait, à travers lui, vous avez en fait seulement l'essence d'un ancien dieu ou un ancien dieu qui est en train de frapper quelque part à la porte pour revenir sur Terre, et vous allez en être son messager, celui qui va le rappeler à des fidèles et le faire revenir sa puissance en fait sur les terres sauvages. En gros, c'est ça un élu, quoi. Et bien entendu, alors les élus, eux, par contre, sont absolument pourchassés par le culte du soleil noir, par le culte de l'unique, hein, qui ne veut pas voir les anciens dieux revenir. Hein, vous allez être pourchassés par ces gens, par ces prêtres, par ces guerriers, par ces légions, voilà.
Donc en fait, dans votre personnage, vous avez deux jauges dont je ne vais pas parler parce qu'elles ne sont pas à la page là, elles sont ici. Je ne vais pas parler des instincts, des trucs comme ça. Vous voyez, en fait, le personnage est quand même assez touffu, on va dire. Vous avez des jauges d'équilibre, vous avez les jauges d'humanité et la jauge de divinité. Donc des jauges d'équilibre, les jauges d'équilibre, d'un côté l'humanité, d'un côté la divinité. Ça va vous donner des dés qui vont se substituer aux dés normaux. Hein, par exemple, comme je l'ai dit, vous constituez une main, admettons, vous pouvez à un moment décider de remplacer un ou plusieurs dés par ou un dé d'humanité ou un dé de divinité en fonction de la chose que vous voulez faire. Genre, les dés d'humanité, ça va être quelque chose que votre dieu n'en a rien à faire. Les dés de divinité, ça va être quelque chose que vous allez agir pour lui, quoi. Et donc, vous pouvez éventuellement donc, substituer les dés avec les dés là, que vous puisez dans vos jauges. En sachant qu'il faut garder un certain équilibre en fait, entre l'humanité et la divinité, car s'il se produit un déséquilibre, eh ben, vous avez une partie qui va prendre le dessus de l'autre et vous allez vous retrouver avec des malus dans des domaines qui vont être associés à votre dieu. Voilà. Donc, grosso modo, vous avez ces jauges-là. Est-ce que j'avais noté autre chose là-dessus? Oui, j'ai noté un tas de trucs, mais... Oui, bien sûr. Alors, quand vous avez un dé de divinité ou d'humanité, le dé en question, si c'est un succès, il vaut 2. Et surtout, quand vous faites un dé 10 sur un dé de divinité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'emprise... tout d'un coup, la puissance du dieu, de votre dieu qui est dans cet artefact, qui va en gros prendre l'emprise sur vous et vous faire en fait des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Hein. Et ça va être en fonction en fait de son essence, en fonction de quel type de dieu c'est, quoi. Et donc ça, c'est sympa. Alors, il y a un truc quand même que j'ai trouvé bizarre dans les règles, en ayant lu les règles de Vermine. Il faut que je retrouve... parce qu'en fait, on ne sait pas si les dés en question, vous les dépensez. On a l'impression que oui, parce qu'on vous dit, si vous gardez le dé... Et en fait, dans Vermine, il y a... Vous voyez, parce qu'en fait, on a la Vermine. On a exactement les mêmes paragraphes. Hein, donc, sauf que là, c'est des totems. Bon, là, c'est autre chose, hein, mais c'est en gros l'humanité et la divinité. Si l'action réussit, le joueur peut alors décider de se débarrasser d'un dé qu'il n'a pas conservé. Et là, cette paragraphe-là, il n'est pas dans les règles de Goz, et je me demande si c'est pas un oubli ou pas, ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ce qui est possible, enfin, ça m'a paru bizarre, parce que du coup, on ne sait pas trop quand est-ce qu'on les dépense, ces dés, parce que vu qu'il fallait garder, on vous dit, est-ce que vous le gardez le dé, mais on ne dit pas comment vous pouvez le... Enfin, je sais pas, c'est pas très clair à ce niveau. En tout cas, dans Vermine, c'est plus précis, donc, voilà. Donc je sais pas. Après, si par exemple, si vous avez la réponse, bah, j'aimerais bien la connaître. Alors maintenant, on va continuer en fait sur votre personnage et les éclats et le divin qui est en vous ou qu'il va le devenir. Alors il faut que je vous parle un peu plus des éclats. C'est-à-dire que les éclats, effectivement, comme je vous ai dit, c'est une pièce d'équipement, c'est quelque chose, ça peut être un bougie. Oui, pourquoi pas, ça pourrait être une bougie, pourquoi pas. Ça va être un collier, ça va être une arme, ça va être une ceinture, ça va être n'importe quoi. Ça va être un objet extrêmement beau, extrêmement bien conçu. Quelque chose qui vous a appelé immédiatement quand vous l'avez vu. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez... mais c'est un objet que vous ne pouvez pas vous séparer, c'est en fait la... vous allez rentrer de plus en plus en symbiose avec votre divinité à travers cet éclat. Donc on a plusieurs niveaux en fait. On a
au niveau de la rencontre, hein, vous venez de la voir, on a l'entente, en fait, vous avez compris que c'était un dieu qui était derrière et que ce qu'il attendait de vous et ce que vous allez pouvoir lui apporter dans le monde. Dans le monde. Ensuite, vous avez l'accord. Et donc, on a un tas de choses comme ça, en fait, au niveau des éclats. Hein, tout ça, ça va... Alors, on a perdre son éclat, c'est quelque chose, c'est le truc le plus terrible qui peut arriver à un élu. Et ces éclats vont vous donner un certain nombre de pouvoirs, on va dire. Hein. Je vais vous montrer un peu plus en détail sur le bouquin pour que vous ayez un peu plus une idée de ce qui se passe là-dedans. Donc voilà, donc les éclats, vous voyez, en fonction de votre niveau, ça va vous donner de la puissance supplémentaire, hein, par exemple à la rencontre, le personnage va augmenter une caractéristique de 1D, il augmente une compétence d'un niveau, vous voyez, bon, ça et surtout vous allez avoir en fait des capacités d'éclat. Hein, vous avez un surcroît de puissance, en fait, une volonté inflexible, l'instinct de l'élu. Alors là, c'est quand vous êtes au niveau entente, vous voyez, c'est divisé comme ça. En fait, vous allez progresser avec le lien que vous avez avec votre divinité. Et on arrive après à quand même, vous voyez, à des trucs, lien indéfectible, résonance divine, invulnérabilité. Hein, une fois par jour, par exemple, l'élu peut devenir partiellement invulnérable après avoir agi. Donc vous finissez par avoir des pouvoirs vraiment de héros antiques, si j'ose le dire comme ça, et en tout cas d'être quasi divin, parce qu'en fait, votre dieu va vous donner également des faveurs. Et là, on a quasiment des pouvoirs, donc faveur de l'air, alors faveur de l'air, faveur de la bête, tout ça c'est en fonction de votre divinité. Et je vais revenir après parce que ça c'est vachement bien. Et vous avez des faveurs, alors là on est carrément dans du pouvoir, c'est quasiment du pouvoir divin. Donc en fait votre élu va devenir à un moment donné l'envoyé de son dieu dans les terres sauvages, et là je suppose que le culte du soleil noir va vous repérer très rapidement, et ça va se terminer en affrontement sanglant. Donc voilà, en fait, donc le principe est là, c'est que vous avez un éclat, vous êtes en résonance avec un dieu, vous voulez l'emmener. Alors je vous ai dit qu'il y avait l'accord, alors il y a encore autre chose, mais ça je peux pas vous en parler, sinon je spoilerai. Mais c'est pas tout à fait fini, et peut-être que l'arrivée de votre dieu sur les terres sauvages risque de pas se passer exactement comme vous l'auriez souhaité ou voulu. Voilà, enfin, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc les faveurs, j'en ai parlé. Alors je voudrais venir un peu plus en détail sur la création de son dieu. Enfin, vous voyez, le paragraphe s'appelle « Choisir son dieu ». Mais en fait, les auteurs ont eu l'excellente idée de laisser la possibilité, et en fait, c'est plus qu'une possibilité, c'est vraiment ce qui est recommandé, et ce que je recommande aussi fortement, c'est plutôt que de choisir son dieu dans une liste, c'est de le créer. Et en fait, pour tout oracle qui aura lu le livre de l'oracle, c'est assez croustillant parce que ça se rapproche en fait du lore. Je ne vais pas en dire plus, mais moi j'aime beaucoup en fait toute cette création qui est très orientée vers le lore. Ça ne va pas changer grand-chose à votre histoire, mais pour le maître de jeu, il y a une petite satisfaction. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Tout se passe ici sur ce paragraphe, vous voyez déjà, c'est une illustration absolument magnifique. C'est-à-dire que les anciens dieux étaient à un nombre incalculable, il y en avait pour tout, partout, tout le temps. Et donc en fait, vous avez le choix quand même, on vous a présenté un certain nombre de panthéons dans les pages précédentes, mais là, vous allez vraiment créer le dieu qui, quelque part, vous utilise, ou vous l'utilisez, c'est vraiment une symbiose, donc en fait, à travers l'artefact, pour remettre pied, en tout cas c'est ce que vous pensez, sur les terres sauvages.
Donc pour ça, pour choisir son dieu, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer ses domaines d'influence, en gros sa fonction. En fait, pourquoi était-il là? Que faisait-il? Donc vous avez toute une liste là de propositions, mais vous pouvez en prendre d'autres, hein, on est bien d'accord. Vous avez à chaque fois des exemples, et les exemples sont suffisamment bien faits pour vous diriger et vous donner des idées, parce que c'est pas tous les jours qu'on crée un dieu quand même. Donc vous allez définir ses essences, hein, une essence primaire, une essence secondaire. Hein. D'ailleurs là vous avez ce superbe dessin, illustration sur les différentes essences de Gods. Hein. Donc vous avez l'humain, la mort, les lunes, le feu, l'air, la bête, la vie, le soleil, l'eau et la terre. Donc vous allez choisir en fait des essences de votre dieu, hein, qu'est-ce qu'il crée, quelles sont les essences qui font de lui ce qu'il est, cette divinité. Et ensuite, vous allez choisir ses désirs. Alors, les désirs, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez une liste d'exemples. Hein, être honorable en tout acte, ne jamais hésiter à voler ce que l'on désire, vous voyez, survivre à tout prix. On en a vraiment pour tous les goûts. Et pas seulement des dieux bienveillants et qui ont peut-être des désirs un peu plus sombres, on va dire. Voilà. Vous allez également voir pour ses obligations, qu'est-ce qui se passe quand vous faites un manquement, donc en fait tous les interdits que va vous dicter votre dieu, ou en fait, il va pas vous le dicter, ça va être cette relation de symbiose avec l'artefact et vous, qui va faire que vous allez vous être face à des interdits de la divinité qui est reliée à vous. Définir les objectifs, effectivement, de la quête visant à servir son dieu. Donc c'est pas l'objectif du dieu, c'est votre objectif de votre élu, quand vous allez définir en fait un objectif pour une quête qui va suivre, qui va servir votre divinité. Et enfin, pas enfin, parce qu'il y a encore des choses, vous allez lui donner un nom, hein, et tout ça, ça va vous rattacher à lui. Vous allez le décrire, vous allez donner ses symboles de prédilection, donc vous allez inventer, effectivement, ce personnage divin qui va être un peu votre je ne vais pas dire votre contrepartie, parce que c'est pas une contrepartie, mais cette divinité qui est rattachée à vous, qui quelque part vous parle, quelque part vous guide, quelque part qui est en fait la source de votre existence, en fait. Hein. Faut être très clair. Donc vous allez définir en fait un culte personnel, on va dire. Et ce culte personnel, peut-être que dans vos objectifs, ça va être de le répandre, effectivement, sur les terres sauvages. Donc moi, tout ça, j'aime beaucoup. Les matériaux essentiels, les rites du culte, vous allez vraiment inventer tout ça. Alors on vous dit que, en fait, plusieurs joueurs peuvent servir le même dieu, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est quand même bien cool quand il y en a plusieurs. Voilà. Et donc, en fait, toute cette partie-là, plutôt que de choisir quelque chose qui existe déjà, le fait de créer votre dieu va créer, en fait, c'est une excellente idée parce que ça va créer immédiatement cette symbiose voulue entre votre élu et la divinité qui s'exprime à travers l'artefact que vous avez. Voilà. Alors autant, effectivement, la création du groupe me semble pas pertinente dans ce contexte, autant là, la création d'une divinité, je trouve ça vraiment très 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 bon. Voilà pour la création des dieux. Alors dans Gods, qu'est-ce qu'on a? On a aussi d'autres choses, on a la magie rituelle. Les magies rituelles sont basées à base de sacrifices. Alors, sauf que les élus peuvent utiliser la magie depuis les éclats, donc c'est un peu plus simple pour eux. Mais pour le commun des mortels, il va falloir avoir des sacrifices, faire des sacrifices pour arriver à extraire l'essence en fait de l'animal ou de l'humain sacrifié pour effectuer votre rituel. Alors au niveau du bestiaire, en fait, on va dire dans le livre de règles, dans le livre de base, on reste sur un bestiaire relativement classique,
mais quand même fourni. C'est-à-dire, là, on va pas avoir des créatures magiques, des créatures monstrueuses, des créatures sorties des millénaires passés, mais plus, en fait, du classique. Et c'est voulu. Pourquoi? Parce que le bestiaire, en fait, un peu fantastique, se trouve uniquement dans le livre de l'oracle. Je rappelle que le livre de base est fait pour que vous puissiez le donner à vos joueurs sans rien révéler des secrets du monde. Et donc, le bestiaire en fait partie. Donc, vous allez trouver des arachnides, hein, donc vous allez quand même trouver des araignées géantes, hein, on n'a pas... on est un peu plus gros que la tarentule, quand même. Les scorpions géants, les canidés, donc là, vous avez les chiens, les loups, enfin, tout ce qui est très classique. Le loup géant, les chevaux, les grands félins, donc les tigres à dents de sabre, les grands mammifères. Enfin, vous voyez, on trouve quand même des mammouths géants, ce genre de choses, hein, mais ce ne sont pas des créatures fabuleuses au terme mythologique. Des ours des cavernes, des oiseaux. Vous voyez, on reste dans des grands groupes absolument connus, connus, classiques, on va dire. Voilà, c'est tout. Donc il est assez condensé, assez ramassé, mais par contre, dans le livre de l'oracle, effectivement, là, on va taper dans le bestiaire beaucoup plus fabuleux, beaucoup plus mythologique. Voilà ce que je peux dire sur le bestiaire. Donc voilà, en fait, j'arrive à la fin de la lecture il est revenu, hein. La fin de la lecture du livre de base de Gods. J'espère avoir réussi à vous montrer un peu ce qu'on jouait dedans. C'est pas si simple que ça à expliquer. Je me suis peut-être sans doute un peu emmêlé les pinceaux. Mais en tout cas, j'ai été assez enthousiaste. Il y a un énorme potentiel dans ce jeu. Le seul petit... Enfin, deux choses quand même... Non mais, sérieux. Deux choses... Laisse mon marque-page tranquille. Deux choses quand même... il n'y a pas de scénar dans le livre de base, ce qui est un peu chiant. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a des manques pour qui veut maîtriser. C'est-à-dire, il n'y a pas le culte du soleil noir, par exemple, n'y est pas du tout. Bon, Hippolyte, non, là, tu vas laisser m'aider tranquille, c'est pas possible. Hein? Nom de Dieu, nom de Dieu. Stop! Je crois qu'il ne me laissera pas tranquille. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont voulu, les auteurs ont voulu que le livre puisse être donné aux joueurs. Et donc, en fait, il ne pouvait pas contenir de secrets ou ce genre de choses. Donc, en fait, par contre, là, du coup, en fait, vous avez... Je vais vous parler du livre... Parce que je suis obligé de vous parler du livre de l'oracle. Et pour moi, pour quiconque veut maîtriser en fait Gods, il est clairement obligé d'avoir le bouquin de l'oracle. J'essaye de faire descendre Igor et je reviens vers vous. Donc le livre de l'oracle, lui, il est absolument essentiel. Je ne vais pas spoiler, donc je vais... pour le maître de jeu, celui qui veut maîtriser, il lui faut absolument le livre de l'oracle. L'avantage, c'est qu'effectivement, dans le bouquin de règles, lui, vous pouvez le laisser à vos joueurs. Il n'y a pas de secret, parce que c'est un monde quand même un peu à secret, c'est-à-dire, dans le livre de l'oracle, on va vous expliquer tout ce qui s'est passé le jour du soleil noir. On va vous expliquer la nature des éclats, la nature des hommes, la nature des anciens dieux, ce qui s'est vraiment passé, effectivement, il y a un millénaire. Comment les dieux vont revenir, s'ils vont revenir, qu'est-ce qui va se passer exactement, comment le culte du soleil noir fonctionne, là vous avez tout son détail dedans. Vous avez les sociétés secrètes, on va vous parler des sanctuaires, des anciens sanctuaires millénaires, des réceptacles, des artefacts des Templiers, bref, un tas de trucs, plus un bestiaire, effectivement, qui lui est moins classique et va reposer sur des créatures plus antiques et dangereuses pour votre personnage. Alors, c'est assez difficile, attention, il y a Igor qui revient, c'est assez difficile de ne pas spoiler en fait le contenu, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ça, là, le monde qui était déjà prometteur, là, le monde explose. Hein, vous avez les possibilités tout d'un coup explosent, c'est vraiment...
Là, vous avez tout un monde détaillé. Il n'y a aucun secret qui est oublié. Vous avez toute la finalité, parce qu'en fait, j'ai des très mauvais souvenirs, genre de secrets qui ne sont jamais révélés dans des jeux. La gamme se termine et vous avez jamais comme une série abandonnée. Mais là, non, parce que vous avez tous les secrets dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire? Gods, en fait, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque sans doute une grosse campagne. Alors, théoriquement, on vous dit que la campagne va venir. Moi, tout ce qui me fait un peu peur, c'est qu'elle mette 4 ans pour venir. Mes lunettes, nom de Dieu. J'aimerais pas que la campagne de Gods mette 4 ans à venir comme le livre de règles. S'il vous plaît, quand vous annoncez un truc, faites-le. Et pas 4 ans après. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai quand même une petite déception dans Oracle. En fait, il y a 3 scénarios. Et en gros, ils vont pour moi du sans intérêt au moyen. Le premier, pour moi, est absolument sans intérêt. Il y en a un qui donne des clés au monde, donc là c'est pas mal, et un dernier un peu... je trouve qu'il est un peu trop facile par rapport à la richesse du monde. Il va me foutre les dés par terre, hein, c'est clair, c'est fait. Allez, descends. Descends maintenant. Hop, il est par terre, va t'amuser avec. Voilà, donc il est en train de jouer avec mes beaux dés collecteurs. Mais j'aimerais terminer cette vidéo. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc les scénars, une déception sur les scénars, ils sont pas très bons, ceux qui sont là-dedans. Alors, j'ai pas lu ceux du recueil de scénarios, j'espère qu'ils sont meilleurs, parce que ceux-là sont pas bons. Mais en tout cas, il est totalement indispensable. Alors, quand je dis les scénars sont pas bons, on va encore me dire, Fred, t'es pas gentil. Non, le premier est vraiment sans intérêt. Le deuxième m'a pas franchement, il y en a un qui est moyen, qui m'a pas franchement emballé. Le troisième, par contre, est intéressant et vous donne en fait des clés à donner à vos joueurs. Celui-là est pas trop mal. Donc, sur les 3, il y en a un de bien et les autres qui m'intéressent pas. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à ma petite conclusion. Alors, Gods, pour moi, on est plus dans du Sword and Sorcery que du Dark Fantasy. Alors, c'est du Sword and Sorcery, c'est pas très gai non plus, il y a des fois, mais on n'est pas dans le... Je trouve pas qu'on est dans le Dark Fantasy. Enfin, bon, bref, peu importe, ça c'est un détail sur les termes, mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup... Mais c'est pas vrai. Il va me faire chier jusqu'au bout, hein. J'aime vraiment beaucoup. On ressent la barbarie, la violence du monde, donc ça, c'est vachement bien. Tu vas me laisser mes notes, quand même. D'où viendra le salut? Est-ce que ça viendra du soleil noir qui est prêt à libérer l'humanité? Quoique quand un culte dit le jour où le soleil noir reviendra, nous libérerons l'humanité. En général, ça n'apporte, je sais pas, perspective me semble pas très bonne. Alors peut-être que les anciens dieux ou les élus eux-mêmes. Voilà. Alors on est dans la lignée de Bloodlust, comme je disais à un moment donné, mais pas que. Les éclats, c'est autre chose que les armes. Les élus, c'est autre chose que les porteurs. Le monde est beaucoup plus intéressant, je trouve. Donc, grosso modo, on a une filiation de Bloodlust, bien entendu, avec des dieux incarnés dans des objets, mais et un monde sauvage. Mais au-delà de ça, on a cette inspiration-là, mais je n'irai pas plus loin. Moi. Il est infernal ce soir. Il est infernal, Igor. Alors, comme je disais, il manque une campagne, hein, c'est sûr. Elle est annoncée, a priori, dans le bouquin. J'espère qu'elle sortira rapidement. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, c'est système totem. Si vous n'aimez pas, effectivement, ça pose un problème. Sinon, pour moi, il me semble assez intéressant à jouer. Ce que vous entendez, c'est parce qu'il est en train de jouer avec des dés. Voilà. En tout cas, moi, Gods, j'ai beaucoup aimé la lecture. Est-ce que je le proposerai à mes joueurs? Oui, sans aucun doute, je le proposerai à mes joueurs. Alors, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, je le proposerai à mes joueurs. Parce que le monde me plaît bien, le jeu me plaît bien. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé ma vidéo extraordinaire. Je suis un peu désolé, je suis un peu parti dans tous les sens, j'ai un peu l'impression. Je sais pas si j'aurais arrivé à passer mon message, comme quoi Gods est un excellent jeu, et que moi, j'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi, et puis, comme d'habitude, un like, un commentaire, et même un abonnement, ça me fera plaisir. Et portez-vous bien, bon jeu,
et à la prochaine.